Je disais qu'on était dans une rentrée où, si on se divise, on ne gagne pas. C'est un mot d'ordre permanent. La gauche a besoin d'unité. Et je dis à ma façon, pour passer du jeu au nous. Quand je vois une affiche qui dit « Je suis prêt à gouverner », c'est du pipeau. Quand on dit « Je suis prêt à organiser la lutte », c'est du pipeau. Parce que pour organiser la lutte, il faut une intersyndicale. Pour organiser la lutte, il faut une NUPES. Pour organiser la lutte, il faut l'unité. Personne ne peut avoir une parole supérieure aux autres sans qu'il y ait un accord, sans qu'il y ait un mouvement. Et la condition d'un mouvement, c'est la condition de l'unité. On ne va pas discuter de ça parce que François, il veut parler d'autres choses. Donc, mais j'ai dit ce qu'on va redire dans un débat avec l'ami Corbière tout à l'heure à 14h, avec Pierre Jouvet, numéro 2 du PS qui vient à 14h, avec Cyrielle Chapelain des Verts qui vient à 14h, et avec les camarades de Ensemble, Laurent Beauvais, tout à l'heure à 14h, et quelqu'un de Génération. Ça ne sera pas ma fille, on m'a dit, alors c'est très bien. Et on aura un débat plus sur le fond. Donc c'est pour dire qu'ici, avec Laurence, on reçoit Olivier pour aller le chercher s'il est à côté. Mais si, on le kidnappe, il est chez toi. On déplace le débat à côté, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Mais quelqu'un va chercher Olivier en disant François est là. Bon, allez François, la parole à toi. Alors, comme tu nous entraînes dans ce super café, j'ai pas réussi à déjeuner, mais merci, j'essaye de féminiser le groupe. Je sais pas quoi dire sur la rentrée, je pensais que tu allais attaquer tout de suite sur le côté unité, là en développant un peu. Mais laquelle et comment? Et pour parler de toi, c'est ça qui est le plus important. Et on a eu des débats intéressants, alors bien déterminés, sur le fait que quand même, il faut dépasser cette question un peu uniquement partie et qu'il faut, même pour lutter contre l'extrême droite, adopter d'autres vocabulaires, d'autres références et travailler aussi d'autres façons d'alliance ou de travail de terrain. Et je crois que nous, les petits, en tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire le plus possible, et notamment dans les villes ou sur le terrain ou dans les villages. Et peut-être que c'est ça nous fera progresser un peu plus sur construire cette union et cette culture commune qui fait que le bloc, l'écologiste, socialiste, à gauche y arrivera plus tard. Je vais très très vite là-dessus, mais je m'entends très très mal en plus. C'est un peu ça qui m'interroge, et peut-être que c'est ça que tu parles aussi souvent, François. Dire que j'arrive à la fête de la municipalité plutôt avec le sourire, c'est-à-dire en y croyant. Et c'est pas toujours le cas pour ceux qui me connaissent. J'ai comme une espèce d'épiphanie de choses qui se mettent en place là, et je vois qu'on peut gagner, mais qu'il y a un chemin pour devenir majoritaire. Je le dis parce qu'il y a un an, je lançais une espèce d'alerte en disant Jean-Luc Mélenchon, il réussit très bien dans les périphéries, les centres-villes, dans les banlieues. Il touche les jeunes des cités et c'est très bien pour la gauche. Il gagne dans les dom-toms et c'est très bien pour la gauche. Il touche les jeunes du centre-ville et c'est très bien pour la gauche. Mais en pointant des zones où ça ne marche pas comme ça. Et où, si on ne couple pas nos trous, on ne gagnera pas. Donc j'en mentionne 3. Il y a une zone sociale qui est entre 1500 et 2500 € dans un salariat qui est le nez au ras de l'eau, qui n'est pas dans la pauvreté, mais qui est le nez au ras de l'eau et qui s'en sort péniblement, et où on est à la peine. Il y a quelque chose de démographique. Dans un pays comme la France, où il y a un grand nombre de retraités qui vieillissent et où les personnes âgées vont voter, on ne peut pas se permettre d'être à 11% chez les personnes âgées. C'est pas possible de gagner comme ça. Et le troisième point, c'est géographiquement, les campagnes populaires, on a un souci là. Je disais ça l'année dernière et avec une double inquiétude. Ma première inquiétude était de ne pas être entendu, que le signal d'alarme que je voulais tirer, notamment sur les campagnes populaires, il ne fonctionne pas, parce qu'il y a des inerties, sociologie, partisanes, ainsi de suite. Et ensuite qu'on ne trouve pas la solution pour régler ce problème. J'arrive là cette année
après la publication du bouquin de Piketty et Cagé de 864 pages, où il le résume dans l'Obs en une phrase, la gauche doit reconquérir les campagnes populaires. La gauche doit reconquérir les campagnes populaires. Et donc j'ai la conviction que ce que j'avais comme intuition pratique à travers ma campagne, à travers des échanges, il y a maintenant un socle théorique, parce que ce qu'il raconte s'appuie sur quand même des statistiques tous azimuts, qui fait que le signal d'alarme du petit François Ruffin et de quelques autres, des géographes et ainsi de suite, puisse être entendu beaucoup plus facilement par la gauche. Par ailleurs, je ne vais pas avoir le temps de développer parce que c'est pas le truc, mais je vois le chemin. Je vois le chemin que nous pouvons emprunter, c'est-à-dire centraliser sur la question du travail. Le travail, les Français, tous les habitants de ce pays doivent pouvoir vivre de leur travail, bien en vivre et bien le vivre. J'insiste sur le bien le vivre parce que un autre sociologue, Bruno Palier, a montré que le ressentiment qu'il y a dans l'ordre privé, dans l'entreprise, quand on est maltraité, quand on fait mal son travail, quand on est mal payé, cette espèce de mépris-là qui se trouve dans la sphère privée, rejaillit en fait dans la sphère publique en ressentiment. Et tant que ce ressentiment, tant que la colère n'est pas transformée en espérance, ça ne vient pas dans notre camp. Donc il y a pour moi, 1, le travail, et 2, les services publics. État, qui doit un hôpital qui fonctionne, une école qui fonctionne, avec, c'est une discussion qu'on a avec Gérard, il faut affronter un problème à gauche, c'est le sentiment qu'ont les gens de payer beaucoup d'impôts et que derrière les services publics ne fonctionnent pas. Je vais le faire, je suis condamné à l'user que de formules et à ne pas les développer. Il nous faut passer d'un état subvention à un état action. Si vous voulez, je développe ensuite, mais ça c'est bon. Et enfin, évidemment, investir dans l'hôpital, investir dans l'école, être mieux payé, suppose un meilleur partage des richesses. C'est l'évidence qu'il faut passer du grand gavage au grand partage. Et je reviens, je boucle la chose sur le bouquin de Cagé et Piketty. Cagé et Piketty disent que la gauche gagne dans les campagnes populaires quand elle place au cœur de ses discours, au cœur de son programme, au cœur de son action, la question de la redistribution, la question du partage. Donc, c'est pour ça que je viens vous voir aujourd'hui avec plus de confiance que je serais venu il y a 1 an, parce que il me semble qu'il y a à la fois un diagnostic qui est maintenant posé de manière claire. Ça ne veut pas dire qu'il faut oublier. Il faut unir la France des bourgs et la France des tours. Et sur ce dont je parle là, le travail est un facteur unificateur. Parce que quand on est dans les campagnes picardes, quand on est auxiliaire de vie, quand on travaille dans la logistique, c'est blanc, on va dire. Quand on fait les mêmes métiers à Marseille, à Lyon ou à Paris, c'est coloré, mais ce sont les mêmes métiers. Donc si on parle du travail, je pense qu'il y a moyen de rassembler. Il y a un autre moyen de rassembler par le travail, c'est qu'il s'agit de faire ensemble, il s'agit de transformer la société ensemble, notamment parce qu'on a le grand défi climatique à affronter qui suppose une transformation de nos sociétés, de nos déplacements, de notre industrie, de notre agriculture, de nos logements, et qu'à l'intérieur de ça, c'est beaucoup de travail à faire ensemble. Et la question des services publics, de la même manière, elle est unificatrice. Le premier désert médical, c'est la Seine-Saint-Denis, mais derrière, vous avez la Sarthe, vous avez l'Orne, vous avez tout ça. Donc je pense que sur ces bases-là, reconquérir les campagnes populaires, les unifier la France des tours et la France des tours sur les questions du travail, sur les questions du service public, avec la nécessité du partage, je pense que nous avons une colonne vertébrale à pousser dans les années à venir qui peut faire qu'on fasse converger une hégémonie culturelle que nous avons déjà largement. Je regarde les sondages, ils sont formidables. 80% des Français en faveur de l'indexation des salaires sur l'inflation. Alors que je peux vous dire que quand j'ai commencé cette baguette tarifaire-là, il y a 10-15 ans, il y avait 3 économistes à l'Institut de recherche économique et sociale qui savaient ce que ça voulait dire et qui étaient pour, il y avait Gérard sans doute, mais c'était pas. Il y avait la CGT qui maintenait l'échelle mobile des salaires, mais c'était pas au cœur des revendications. Quand on dit qu'il faut aller taxer les dividendes, vous avez 80% des Français qui sont pour. En fait, sur tout un programme de poche, sur le plan démocratique, le référendum d'initiative citoyenne, vous avez 80% des Français qui sont pour. Donc je pense qu'en vérité, on a possiblement une hégémonie culturelle sur le plan économique, social, écologique, qu'il s'agit maintenant de traduire en victoire politique. Et ça me semble faisable.
je dirais que la gauche peut gagner, maintenant il faut qu'elle veuille gagner. Moi, je partage tout ce que tu viens de dire. D'abord, on peut gagner. Ils ont rien voulu faire, mais ils parlent quand même d'une conférence sur les salaires et les bas salaires. Si, dans notre programme commun, nous avons un SMIC programmé, on réclame 1600 et 2000 bruts dans les jours qui viennent, puisque Macron lui-même dit « je vais discuter des petits salaires », on devrait tous faire campagne pour la hausse du SMIC. Parce que c'est ça qui touche tout de suite. Il y a 21,5% d'inflation alimentaire. France 2 avant-hier. Pas moi. 21,5%. C'est ce qui touche des millions de gens. Et évidemment, c'est ce. Puisqu'il y a 50% des gens qui sont en dessous de 1800 €. C'est sur le SMIC et les pas de salaire, ça se pose en tout premier. Ce pays est détruit par des salaires trop bas. Ce pays est détruit par l'organisation de la pauvreté. Ce pays est détruit parce que les gens ne peuvent plus arriver à s'en sortir. Et ça explosera. Mais nous, il faut qu'on donne un sens positif maintenant. Il faut qu'on soit les premiers à poser la question du salaire, la feuille de paye, de ceux qui travaillent. 90% des actifs sont salariés. C'est cela auquel on doit, à mon avis, et dans l'esprit que vient de donner François, peut pousser, mettre en avant. Il y a une deuxième chose. On essaie de faire un dialogue. Oui, vas-y. Non, je rebondis. Je veux absolument qu'on allie la hausse du SMIC avec l'indexation des salaires au moins jusqu'à 2000 €. Non mais je dis pourquoi ça me paraît très important. Parce que le sentiment d'être rattrapé en permanence participe en vérité d'un sentiment de déclassement. Et donc, il y a la nécessité de faire qu'on pense aussi à ceux qui sont un peu au-dessus du SMIC, à une espèce de début de classe intermédiaire et qu'on unisse les deux, parce que sinon, ça ne sera pas suffisant de l'appeler à la hausse du SMIC, ça ne sera pas suffisant pour avoir une majorité politique dans ce pays, et je sais dans des terres comme les miennes que c'est aussi autour de 1700, 1800, 2000 € que ça joue. Je veux, sur la petite question des salaires, qu'on pose en permanence la hausse du SMIC et l'indexation des salaires. Dialogue accepté. Voilà, on va même l'indexer carrément encore plus que ça. Pour revenir sur la France bourg et ville, par exemple à Lyon, suite aux émeutes, on a une unitaire qui travaille, dans laquelle on va retrouver les gilets jaunes comme les assauts des quartiers populaires, en fait un grand mélange qui avait déjà un peu pris au moment de la bataille contre les retraites. Et un autre point où je pense aussi on peut travailler en positif, c'est sur la défense des services publics et notamment des métiers qui sont derrière, un peu cachés. Alors on a tous les métiers du soin, mais par exemple là on est revenu en régie publique de l'eau, par exemple à Lyon. Plus de 90% des personnels anciennement de Veolia ont accepté naturellement de revenir à la régie. Ils sont très contents de présenter ça. Et quand on parle aux habitants de ces services-là, qui sont même des services cachés mais essentiels, ils sont pour cette sauvegarde-là. Ils sont pour qu'on poursuive ça. Et ça, c'est des batailles qui transcendent complètement ville, campagne, etc. sur ces métiers à la fois techniques, mais qui garantissent nos ressources. Et un dernier exemple aussi sur lequel on peut avancer, puisqu'on commence à avoir des choses qui se construisent vraiment, c'est la sécurité sociale alimentaire, sur laquelle on peut être un vrai garde-fou à certaines précarités, notamment tant qu'on n'obtiendra pas cette indexation des salaires dont on parle les uns ou les autres. Voilà encore d'autres perspectives positives. Je me permets de rebondir. Je suis d'accord avec tout, notamment la lutte que vous avez menée sur l'eau. Il y a juste un mot où je propose autre chose. Mais je pense qu'il ne faut pas parler de dépenses de services publics, il faut parler de conquête de services publics. Ce que vous avez fait sur l'eau, parce que ça nous place en situation offensive. Aujourd'hui, on ne doit pas seulement être dans la dépense des services publics existants, on doit être dans la reconquête d'un certain nombre de services publics. D'accord, je vais changer ça. L'école, pilier de la République, l'hôpital, pilier de l'État social qu'il faut rebâtir, mais aussi il y a des nouveaux besoins qui réclament des nouveaux services publics.
qui ne sont pas forcément à être fonctionnalisés. Ça doit être interrogé. Hein. Que peuvent faire les associations, comment ça peut se passer, tout ça. Moi, je crois qu'il y a une place pour l'initiative privée dans le pays. Mais pensez que, par exemple, ce qui se passe en termes de, vous savez, mon attachement à ça, d'auxiliaires de vie sociale sur les territoires français, qui pour moi peut être, je le pose parce que je pense que c'est un facteur unificateur possible. À la campagne, c'est une femme sur 4 qui travaille dans le soin, donc c'est majeur, sur le plan démographique c'est majeur, mais aussi sur le plan électoral, on a le droit de penser, et ça peut unir des jeunes de classe populaire des campagnes avec des personnes âgées. Un meilleur service public, un vrai service public rendu aux personnes âgées d'un côté, mais avec un vrai statut, un vrai revenu. Pour les femmes notamment, on peut espérer que ce métier se masculinise aussi chez les auxiliaires de vie sociale, qui permettent, en ayant un vrai statut, en ayant un vrai revenu, de construire sa vie avec ça. Donc parce que je le dis, on est là pour construire des ponts, par exemple, entre la France des bourgs et la France des tours, et il y a un pont intergénération à construire aussi. Il y a une espèce de contrat intergénération à construire entre une jeunesse en souffrance et des personnes âgées qu'il s'agit d'accompagner. Voilà. Je pense qu'on doit penser les nouveaux services publics qui sont aujourd'hui nécessaires compte tenu de notre démographie, mais aussi compte tenu de... moi je suis pour un atelier de réparation par quartier et par canton. C'est pas le marché qui va créer la réparation d'électronique, d'informatique, de mécanique, ça va pas suffire. Donc il faut une volonté politique qui mette en place ce nouveau service. Et on a besoin de nouveaux services. Dans cet exemple-là, puisqu'on travaille par exemple, hein, je repense aussi au développement des transports en commun. Enfin, par exemple, moi je suis dans un groupe politique là, qui défend aussi la gratuité des transports, je pense que je ne suis pas la seule, mais en tout cas voilà. Et on revoit arriver des sociétés par exemple d'autocars ou autres, réembauchées en CDI, ce qui ne faisait plus, des chauffeurs ou féminins ou masculins d'ailleurs, qui ne faisaient plus que quelques heures sur les transports scolaires. Mais on ne trouve tellement pas qu'ils reviennent au CDI. Et là, c'est quand même aussi des batailles enfin sur des métiers qu'on considère de nouveau comme essentiels et qui espèrent pour le soin que ça redeviendrait pareil. Mais au moins, nous on se dit, bah, on est tellement loin du compte qu'il faut un peu repayer dans les gars, quand même. On va pas avoir le temps du dialogue, je vais pas pour 5 minutes, je m'en vais. Il a 5 minutes sur le Je veux donner un nouveau. Je suis pas là, moi je suis pas une machine à faux espoir, d'accord? Franchement, hein. Gérard le sait, quand je suis en dépression parce que j'ai l'impression qu'on va pas y arriver, je me cache pour pas le montrer, mais je donne un nouveau facteur d'espoir possible. Je pense qu'on est dans un temps possible d'inversion partielle du rapport de force capital-travail. Pendant 40 ans, dans les boîtes, ça a été, il y en a 1000 qui attendent dehors. C'est fini. En tout cas, sur un certain nombre de secteurs, réputés en tension et ainsi de suite, c'est fini. Ça veut dire, et c'est fini pour des raisons, pour moi, structurelles, qui sont des raisons démographiques. Il y a moins de personnes entre 25 et 60 ans en âge de travailler. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le réservoir de main-d'œuvre, il est plus étroit et possiblement, ça inverse le rapport de force capital-travail. Et je veux vous montrer la cohérence en fait des réformes d'Emmanuel Macron sur le travail. Ça n'est pas des réformes successives qui seraient sans lien. Quand il décide de faire l'année dernière la réforme de l'assurance chômage, qui dit grosso modo qu'un Caris du Nord qui se retrouve au chômage peut faire serveur dans le Sud, avec son idéal de vie liquide, de vie mobile, de vie flexible et ainsi de suite. J'insiste là-dessus parce que je pense que dans les classes populaires en tout cas, il y a un désir de stabilité, il y a un désir de sécurité, il y a un désir de pouvoir avoir un socle sur lequel on va pouvoir s'appuyer et qu'au fond, la flexibilité tous azimuts et l'espèce de liquidité permanente, ça produit une usure, les gens sortent du marché du travail, tout ça, ils en ont marre, ils sont usés psychologiquement et ils ont envie de pouvoir s'asseoir sur quelque chose dans leur existence. Mais bon, première réforme, de manière à étendre le réservoir de manœuvre, réforme de l'assurance chômage. Deuxième réforme, la réforme des retraites. Il faut voir que la réforme des retraites est un enjeu important pour inverser le rapport de force capital-travail. Quand vous rajoutez 2 années au bout, vous agrandissez le réservoir de main-d'œuvre, vous reportez de la concurrence à l'intérieur de la main-d'œuvre. C'est chiffré. L'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques, a chiffré qu'à l'horizon de 10 ans, ça pèserait à moins 3% sur les salaires.
Vous voyez, on sait les manières de faire peser sur le salariat par la retraite, mais aussi sur les salariés en activité. Le troisième biais, on l'a maintenant avec la loi travail, qui est dans la même logique d'extension de la valeur de manœuvre. Et la quatrième, c'est la pression pour avoir une immigration choisie sur les métiers en tension. Et en fait, il y a une véritable cohérence entre toutes ces réformes-là, qui est d'étendre le réservoir de main-d'œuvre pour restaurer la concurrence avant, pour citer Henri Krasucki au début des années 80, qui disait « Grâce au chômage, la peur a changé de camp ». Et pour moi, on ne comprend pas ce qui se passe dans les classes populaires dans notre pays si on n'y place pas au cœur le mot peur. François est venu par sympathie, par proximité, passer quelques minutes avec nous. Il a un autre débat dans un autre stand. On devait avoir Olivier, mais on verra plus tard. Et comme il doit conclure, on va juste lui demander si tu as un message à nous donner là, pour la rentrée. C'est synthétique, global. Le message, je veux dire, tu sais, je suis organisé dans ma tête, une dépêche AFP, ça commence par le nouveau message essentiel. Je suis journaliste, le nouveau message essentiel. Moi, j'arrive avec ça, en tout cas avec cette conviction-là, aujourd'hui, que la gauche peut gagner et que, personnellement, les éléments se sont mis dans ma tête en ordre. Je vais essayer de publier un papier là-dessus, mais pour dire que le chemin, pour moi, il s'éclaire, il se clarifie. Donc, je vais essayer de le faire partager. Je ne peux pas le faire comme ça, mais je vais essayer de le faire partager, ce chemin qui me semble finalement pas si compliqué et assez traditionnel à gauche pour obtenir une victoire. Dire, quand tu m'as récité là, il m'a récité, ah non, vous savez, il récite, parce qu'il veut que derrière, 1910, alors on va le repère, 1910, combien de salariés? 3 millions. 1910, 3 millions de salariés. 1936, 6 millions. Ouais. 1900, c'est pour voir si j'ai bien appris ma leçon. 1945, 11 millions. Ouais. Putain, il me chipote maintenant, après j'ai zéro là. Et après, ça va 1968, combien? On est à 13 millions. 13 millions, ça a presque augmenté, j'étais surpris. 1900, mais aujourd'hui, on est aujourd'hui à 30 millions de salariés. Il est évident que 30 millions de salariés, ils ont des intérêts matériels communs. D'accord? C'est quand même une base. Donc on peut aller chercher, il y a des différences, et je ne veux pas que d'autres combats soient méprisés, soient négligés, ainsi de suite. Mais il faut quand même qu'on aille chercher le commun. Ce qui rassemble les salariés de la France des bourgs à la France des tours. Tout le monde veut vivre de son travail. Tout le monde, il y a deux choses à restaurer. Il y a l'intérêt matériel et j'ai mon côté chrétien de gauche, pas chrétien, mais il y a un volet spirituel. La fierté. La révolte des Gilets jaunes, c'est les intérêts matériels, c'est l'essence, mais c'est aussi l'orgueil. C'est l'orgueil blessé par Emmanuel Macron, des gens qui ne sont rien, qui n'avaient qu'à traverser la rue. Donc il ne faut pas croire que la fierté, le spirituel, ne soit pas quelque chose, un moteur. Et je veux dire à la gauche que parfois, je trouve qu'elle nous parle comme si on devait toujours avoir honte. Honte du travail. Quand on me parle de travail en termes de souffrance psychique et psychologique, mais qu'on ne parle pas de l'utilité du travail, de la fierté qui est associée à faire son travail. Souvent les gens aiment leur travail, ils n'aiment pas la manière dont on leur fait faire leur travail. Nous devons être le parti communiste de l'après-guerre. Oui, regretter que les mineurs ne soient pas payés, qu'ils aient des conditions de travail difficiles, mais porter une fierté des mineurs qui reconstruisaient le pays. Nous devons dire la difficulté pour les officiers de vie, pour les caristes, de faire leur métier, d'être mal payés, mais nous devons dire la fierté qu'ils doivent avoir, parce que c'est eux qui tiennent le pays debout. Donc nous devons développer un discours de fierté, au moins un discours de fierté du travail, mais aussi un discours de fierté locale. Moi, j'ai intitulé mon mouvement Picardie debout, c'est pas par hasard. C'est parce que je sais la fierté qu'il peut y avoir à être Picard un peu en mode rigolo, mais aussi quand même, et que cette fierté elle a été blessée quand Hollande en une nuit décide de redessiner la région et vous dit maintenant vous serez Haute-France. C'est l'orgueil qui est blessé et la fierté d'être français, parce que d'être la France, de faire la France ensemble, parce qu'on est un beau pays et parce qu'on peut faire que notre pays, à la place d'être de honte, je veux dire. Franchement, quand Emmanuel Macron y va, normalement on a toujours dit l'Europe elle est libérale, nous on essaie de faire du social. Quand Emmanuel Macron va à Bruxelles pour, à la place de défendre la présomption de salariat, il vient
pour dire que ce qui doit prédominer, c'est Uber, il faut les laisser travailler librement et ainsi de suite, au détriment, alors que la Commission européenne est d'accord pour dire présomption salariale, la Commission européenne veut dire c'est une honte pour notre pays. Eh bien, je pense que on peut restaurer une fierté, et il nous faut demain restaurer une fierté de la France qui ouvre un nouveau chemin pour l'Europe possiblement. Là, je peux pas me barrer. J'avais prévu de me barrer maintenant, mais Alexis se pose. Alors, si jamais je me barre maintenant, c'est l'événement diplomatique. Qu'est-ce qui se passe? Ils s'aiment pas. Alors que Alexis et moi, on s'aime beaucoup. Ça y est, il est temps que je fasse mon outing ruffiniste sur ce stand aujourd'hui. Moi aussi, je t'aime beaucoup, François. Et je pense que ce que porte François dans le débat à l'heure actuelle est utile et nécessaire. Nous avons besoin de discuter de la complexité du moment. La complexité du moment, c'est comment nous l'emportons à l'occasion des prochaines échéances électorales. Comment nous sommes la force politique qui matérialise les espoirs de millions de gens. Comment nous gardons la force que nous avons rassemblée à l'occasion de la dernière élection présidentielle. Comment nous la gardons. Et il n'y a plus que cheptels électoraux, les périodes politiques. Gérard me dira que peut-être que j'exagère, mais il fut un temps où des forces politiques avaient des électorats relativement stables. Je pense que nous sommes passés, et depuis un moment, dans une période du caractère extrêmement sablonneux des électorats, qui peuvent, à l'occasion quasiment d'une échéance électorale, passer du simple au double, avec des brutalités. Donc nous devons garder ça, et nous devons élargir notre socle électoral. 13 millions d'abstentionnistes à l'occasion de l'élection présidentielle est une piste. Je ne fais pas parler des abstentionnistes qui sont une masse confuse, mais j'ai l'intuition, en raison de la sociologie de ces abstentionnistes, milieu populaire, que nous pouvons encore leur parler et que nous avons vocation historique d'être la force politique qui apporte des réponses à leurs problèmes. J'ai aussi l'impression, c'est une discussion, et je ne suis pas le seul peut-être avec François ou d'autres, que la crise démocratique, la dégénérescence et le pourrissement de la Ve République est un élément qui prend une dimension qui doit nous amener aussi, dans le débat politique, à porter le refus de ce système dégénéré qui accepte les 49.3 sur tous les sujets. Donc il faut porter l'idée que nous ne sommes pas seulement là pour être monarque à la place du monarque, mais pour porter un changement institutionnel qui donnera plus de droits aux citoyens. Et puis pour terminer, je l'avoue, évidemment la question sociale. Voilà. J'ai écouté ce que disait François tout à l'heure sur l'autre stand. Moi, je partage l'idée que, en particulier après quand tu le déclines, le point commun, c'est le salariat. C'est comment nous sommes, et je le dis à côté de Gérard qui, combien de fois m'a reproché de ne pas assez insister là-dessus. Comment nous sommes la force qui porte l'idée que le travail doit payer, doit permettre de vivre. Et à partir de là, et ce sera ma conclusion, faire de la politique, c'est essayer d'organiser les choses, d'ordonner le propos. Et donc le travail que nous avons à faire, c'est de faire en sorte que, pour utiliser une métaphore sportive, nous ne tapions pas sur tous les ballons qui passent, mais que nous essayons de nous concentrer sur ceux qui sont les plus en capacité, quand ils sont attrapés, de mettre en pleine lucarne. Ruffin dit le mode majeur, mode mineur. Et je suis assez d'accord. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas sensibles à toute une série de combats qui doivent être menés, qu'il est de notre honneur de formuler le fait que l'idéologie dominante est là et que nous devons nous faire face. Il n'empêche qu'après, en termes d'organisation, nous devons veiller à ce que nous portons et ce qu'il y ait une réponse politique aux premiers problèmes que rencontrent nos concitoyens. Et le premier problème, c'est les prix qui prennent à la gorge, c'est la dégradation des services publics, c'est les salaires qui ne suivent pas l'inflation, et c'est aussi, je crois, malgré tout, le fait de dire que nous n'acceptons pas un résistant antidémocratique et que nous le portons aussi dans nos propositions. Voilà, ça fait, à mon avis, une feuille de route pour agir pour la rentrée. Et quand je dis ça, cette discussion-là, ça s'appelle choisir ces stratégies, ça s'appelle faire de la politique. Comment on discute du moment, comment on le comprend,
j'ai un point de vue, vous en avez. Il faut même qu'on arrive à créer les conditions que nous puissions débattre en nous engueulant fraternellement sur comment on le comprend et comment nous agissions. Et je trouve que là-dessus, on peut faire mieux sur la manière de discuter, sur la complexité du moment. Voilà où j'en suis et voilà pourquoi, de manière totalement spontanée, j'ai pris la parole. Allez. Alors, juste, je fais une toute petite aparté, mais c'est dans le thème. Hein. On a Roger Martelly nous fait l'amitié de venir là, au stand de Sileps et vous pouvez venir acheter son livre qui est quand même dans le thème, pourquoi la gauche a perdu et comment elle peut gagner. Donc voilà, je peux passer le message. Il est présent, donc n'hésitez pas à venir prendre son livre. Voilà, Laurence, on libère notre ami François. On a le débat après avec qui arrive là. Entre-temps, vous pouvez boire un coup, vous pouvez acheter les livres.